bonjour, enfin plus exactement bonsoir. Alors voilà, donc je m'appelle Daniel Briot. Voilà, je suis astronome honoraire maintenant à l'Observatoire de Paris. J'ai travaillé très longtemps sur les étoiles très chaudes et maintenant avec la spectroscopie. Et puis depuis qu'on a découvert la première planète extrasolaire, je travaille sur les planètes extrasolaires, recherche de la vie dans l'univers, l'histoire de la recherche de la vie dans l'univers, voilà. Et puis qu'est-ce que tout impliquera. Alors en venant ici, là, juste avant les derniers pas, avant de venir ici, je me rends compte que j'étais devant, bon, c'est toujours tout ça est toujours très paradoxal, j'étais devant un énorme paradoxe, parce qu'on me dit, tu as une demi-heure pour parler de la vie extraterrestre, je me dis, moi je peux parler 8 jours sans arrêt, bon, ça va pas, mais en même temps on n'a pas la solution. Hein, je vous dis tout de suite, on l'a pas trouvé, hein, pas encore. Voilà, peut-être qu'on ne le trouvera pas, peut-être qu'on le trouvera un jour, peut-être. Voilà. Et c'est quand même. Alors, c'est une recherche qu'on prend par des tas de bouts différents. Et j'ai été obligée de couper, de parler de choses dont je ne suis pas forcément spécialiste, de laisser tomber des domaines entiers. Et voilà, mais enfin, on va aborder certains des aspects. Et ce qui est extrêmement important, c'est que donc c'est une recherche, on va voir ça, qui avait été complètement abandonnée. Mais quand j'ai commencé l'astronomie, on n'en parlait pas du tout de ça, c'était pas sérieux. C'était pas du tout sérieux comme étude. Et maintenant, donc, on travaille beaucoup là-dessus. Hein, voilà, et c'est parce que de toute façon, c'est quelque chose. On se rend compte que ce qui intéresse les gens, bon, il y a des choses comme les trous noirs, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est la recherche de l'origine de l'univers. Comment ça a commencé? Comment tout a commencé? Et est-ce qu'il y a ailleurs la vie ailleurs que chez nous? Voilà. On voit que c'est vraiment les questions, quand on demande à quoi sert l'astronomie, ça sert à des tas de choses, mais en particulier à répondre à des questions fondamentales que se pose l'humanité, et c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Voilà, je pense. Hein. Bon, alors, donc, ce que je dis, actuellement, voilà, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Hein. Alors, il y a plusieurs raisons. Les raisons astronomiques, d'autres raisons, mais enfin, bon... les découvertes faites dans notre système solaire, alors je vais détailler un peu tout ça, en particulier concernant certains satellites de planètes, et d'autre part, la découverte des planètes extrasolaires depuis 1995. Hein, ça, c'est un domaine de l'astronomie qui s'est développé de façon absolument énorme, et on sait très bien que quand on travaille sur les planètes extrasolaires, bon, c'est très chouette de trouver des planètes comme Jupiter, etc., mais on sait très bien que le but est de rechercher et de pouvoir observer, etc., et de voir des planètes qui pourraient avoir la vie. Hein. Bon, alors, donc c'est une science, ça s'appelle... Alors, elle a plusieurs noms, ce qui est évidemment absolument rarissime en science. Il y a un nom pour chaque chose, et c'est tout. Hein. Il n'y a pas de synonyme en science, mais là, il y a trois noms, alors je ne sais pas comment... Ça va forcément évoluer, hein. Mais enfin, pour l'instant, astrobiologie ou exobiologie ou bioastronomie. Hein. Voilà. Alors, c'est une science qui est importante. C'est une science pluridisciplinaire qui réunit des astrophysiciens, bon, je me suis mise en premier, voilà, hein, des biologistes, des biochimistes, des géophysiciens, et aussi des philosophes, des historiens. Oui, c'est vraiment... Alors, chacun aborde le problème de façon différente, vous voyez, ici. Et moi, voilà, par exemple, là, j'ai montré hein, l'arbre phylogénétique du vivant, mais je ne vais surtout pas parler de ça, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment... Mais dans certains congrès, on a vraiment des gens on travaille avec des biologistes, on travaille... Vous savez, c'est très intéressant. C'est une science vraiment qui chapeaute beaucoup d'autres sciences. Et je vous dis, ça répond à une question fondamentale. Et on n'a pas la réponse, mais enfin, bon, il y a quand même de quoi en parler. Voilà. Bon, alors, donc... alors là, ce qui est un peu drôle, ce que je trouve un petit peu drôle, alors on a décidé aussi que maintenant l'exobiologie, c'était aussi rechercher l'origine de la vie. Bon, à l'origine, c'était plutôt la vie extérieure, mais il faut dire que la vie, on ne la connaît pas. Donc pour l'instant, cette science, elle est en train de rechercher si elle existe. C'est un peu curieux, l'objet de ma recherche et la recherche de l'objet. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, et... Alors, ça commencera vraiment quand on aura trouvé, en particulier l'histoire de l'astrobiologie. J'ai travaillé là-dessus, mais pour l'instant, c'est l'histoire des recherches qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas abouti, pas encore. Quoi, voilà. Hein. Bon, alors, la première question, c'est qu'est-ce que la vie? Je ne crois pas. Alors, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais pas du tout, j'ai la réponse. Bon, mais voilà. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai déjà assisté à des congrès où il n'y avait pas eu de réponse. Hein. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'on peut définir? Comment définir la vie? Hein, voilà.
Alors, on se base sur ce qu'on connaît sur notre Terre. On parle d'une vie basée sur l'eau et le carbone. Mais si c'est une vie qui est dans une planète extrasolaire, est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera une autre forme de vie basée sur des cristaux, basée sur d'autres atomes que l'eau et le carbone, on sait pas, enfin que d'autres molécules? Alors, comment ça a commencé? Alors là, on en a parlé avec les... Bon, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que la vie a pris naissance sur Terre ou est-ce que la vie vient de l'espace? Voilà, la panspermie. Alors, évidemment... Bon, alors, est-ce que la vie a pris sur Terre? On n'a jamais réussi à recréer la vie. Hein, voilà. Et si, dans le cas de la panspermie, alors à ce moment-là, c'est évident que la vie existe ailleurs dans l'univers. Donc là, on a la réponse à la question. C'est formidable. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas, mais on cherche de tous les côtés. Hein, voilà. Alors, les conditions pour lesquelles la vie se développe, les conditions sont multiples, mais si on aperçoit la vie, on étudie la vie, alors ça, c'est pas exactement l'astronomie, mais c'est important, on s'aperçoit que la vie sur notre Terre peut exister dans des conditions tout à fait extrêmes, rien que sur notre planète. Hein. Donc, si on va sur une autre planète, ça peut vraiment être très, très, très étonnant et très différent. Alors, on appelle donc extrémophiles les organismes vivants. Vous entendez bien? Oui, ça va? J'ai l'impression que... Oui, parce que, bon, excusez-moi. Voilà, les organismes vivants qui vivent et se reproduisent dans des conditions qui paraissent impossibles. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est que plus on travaille là-dessus, plus on trouve d'êtres vivants tout à fait étonnants et qui vivent dans des conditions tout à fait inattendues. Hein. Alors, des températures très proches, 100 degrés, inférieures à 0 degré, des pressions exceptionnelles comme les grands fonds marins, des milieux très chargés en sel, très acides ou hyperalcalins, sans oxygène, sans lumière, etc. Et on découvre évidemment, donc, et ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Enfin, je veux dire que j'ai lu des articles qui dataient de 80 ans, ou presque 80 ans, dans lesquels on parle déjà de ça. La recherche de la vie, et on parle déjà on ne dit pas extrémophile, mais ça revient à ça. Hein. Voilà, alors voilà des exemples. Dans le Grand Prismatic Spring, dans le parc national de Yellowstone, un énorme bassin d'eau chaude de plus de 70 degrés, composé de soufre et d'oxyde de fer, et des extraterrestres bruns, jaunes, verts, qui habitent et colorent ces eaux chaudes. Alors, ce n'est pas des conditions a priori très confortables, mais enfin bon, voilà. Alors ça, c'est des sources d'eau chaude sous-marine, des bactéries qui se reproduisent à plus de 90 degrés, toujours sur une pression très élevée. Hein. Ça, c'est dans des fonds sous-marins. Voilà, où il y a les vers de Pompéi, les parois des cheminées hydrothermales dans l'océan Pacifique, 2500 mètres de profondeur et des températures jusqu'à 80 degrés. Et ce n'est pas des petites bactéries, hein, jusqu'à 15 cm. Voilà, c'est très... Enfin, ça, c'est des exemples tout à fait, tout à fait spéciaux. Mais enfin, c'est vraiment très curieux. Hein. Bon, donc, mais... Pour l'instant, on considère que, comme il faut bien quand même se donner un peu des règles du jeu, les conditions nécessaires, mais non pas suffisantes, pratiquement, un accord général, c'est l'eau liquide. Hein. Alors, pourquoi l'eau liquide? Alors, les réactions biochimiques ont besoin d'un fluide et l'eau reste à l'état liquide sur un très grand intervalle de température, très bon solvant, une des molécules les plus abondantes dans l'univers, ça c'est très étonnant. Partout, et on recherche vraiment hein, l'eau dans l'univers, et on recherche l'eau dans les planètes extrasolaires, on a retrouvé de la vapeur d'eau, c'est tout à fait étonnant. Et alors, on est basé là-dessus pour l'instant, bon, et c'est le seul composant donc, qui existe dans les 3 états sur notre planète à nous, solide, liquide, gazeux, et voilà. Et en plus, chez nous, bon, il y a les océans qui jouent un rôle de modérateur du climat, ce qui évidemment permet à la vie de se développer dans des conditions harmonieuses. Hein. S'il y a des grosses différences de température, ça ne simplifie pas les choses pour la vie. Voilà. Bon, alors on a défini, ça sert beaucoup pour les astronomes, mais on sait bien que c'est pas... bon, c'est un peu... Il faudra spécifier les choses. Hein. On sait très bien que ce n'est pas du tout parfait comme condition, mais bon, pour l'instant, on se base là-dessus. Alors, on définit la zone d'habitabilité comme la zone où il peut y avoir de l'eau liquide, c'est-à-dire, c'est la zone dans laquelle peut se trouver une planète. Évidemment, moi, je vous prends là le point de vue, complètement le point de vue de l'astrophysicien. Hein. Voilà. Et donc, il faut que la température se trouve entre 0, enfin la planète ou l'objet céleste, hein, entre 0 et 100 degrés, ni trop chaud, ni trop froid. Voilà. Alors, quelquefois, on dit... Ça s'utilise maintenant, la condition boucle d'or,
Et on parlait de Goldilocks Planet à un moment. Alors moi, j'avais expliqué ça à mes collègues astronomes qui n'avaient pas lu Boucle d'or en anglais. Voilà. Et voilà, Boucle d'or. Alors c'est la soupe de Boucle d'or doit être ni trop chaude ni trop froide. Vous savez, la soupe de Papa Ours est trop chaude et la source de Maman Ours est trop froide. La source de Petit Ours, c'est juste à la bonne température et elle a tout mangé. Voilà. Bon. Au moins, vous vous en souviendrez. Voilà. Et alors, la zone donc, dépend de la distance à l'étoile et de la température de l'étoile. Hein. Alors, pour notre étoile Soleil, les planètes qui sont dans la zone d'habitabilité sont la Terre et Mars. Mais on va voir, c'est quelquefois plus compliqué que ça. Voilà. Alors, ici, voilà. Alors, ça, c'est pour vous dire. Donc, parce que j'avais été chargé de rédiger un chapitre sur la zone habitable dans un livre édité. Cambridge University Press, un truc comme ça. Bon, sérieux, hein, voilà. Et alors, j'avais regardé quels articles existaient pour voir si je pouvais faire une bibliographie exhaustive, forcément. Hein, quand vous avez un article de revue à faire, il vaut mieux faire une bibliographie exhaustive. Alors, c'est il y a quelques années, puis ça ne s'est pas amélioré. Vous voyez ici tout le nombre d'articles parus sur le sujet, hein, dont le titre et qui est dans le titre. Voilà, les zones habitables. Alors, les articles en bleu, c'est le nombre d'articles en référé, c'est-à-dire que passé par un contrôle scientifique. Mais vous voyez que déjà, par an, il en paraît 400. Hein, ça fait plus d'un par jour. Bon, alors là, c'est plus simple. On se dit, bon, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir, on va laisser tomber. Non, c'est un exemple de vous montrer à quel point il y a des gens qui travaillent sur la recherche de la vie. Quand ça, on voit que rien que sur la zone habitable, la définition, etc., et comment travailler sur ce que peut être la zone habitable, et qu'on voit qu'il y a déjà plus d'un article par jour, un article scientifique, hein, avec comité de lecture et tout ce qui s'ensuit, ben, on voit qu'il y a c'est quand même un très, très important sujet. Voilà. Alors ici, la zone... Dans le cas général, voilà la zone habitable. Alors, on voit là, c'est trop chaud, trop froid pour nous. Et donc, alors voilà, ici, la zone habitable pour nous. Donc, il y a le Soleil là qui est au milieu. Hein, et puis, donc, on voit Mercure. Ben, Mercure, c'est trop chaud, etc. Et la Terre, Mars est à la limite. Et puis après, les autres planètes sont trop froides. Théoriquement. Hein. Alors, c'est l'eau liquide entre 0 et 100 degrés. Et alors, de l'autre côté, là, en ordonnée, vous avez les différentes étoiles. Et depuis en haut, c'est les plus chaudes, et en bas, c'est les étoiles les plus froides. Alors, les étoiles les plus froides, les étoiles rouges, sont très, très étudiées en ce moment, parce qu'elles sont très nombreuses, elles sont proches de nous, et c'est relativement facile à détecter une planète par rapport à ces étoiles-là, parce que, justement, comme elles sont petites, l'effet de la planète sur l'étoile est plus facilement détectable. Mais bon, je pense que les conditions sur la vie, si l'étoile est une étoile rouge, ne seront pas forcément les mêmes que si c'est une étoile, comme c'est une étoile Soleil. Hein. Voilà. Bon, en particulier, bon, on en reparlera tout à l'heure si j'y pense. Enfin, déjà, là, la zone habitable précise tout de suite que la zone habitable pour les étoiles rouges, on pense que c'est tellement près de l'étoile que l'étoile est encore en corotation, la planète, pardon, est en corotation, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de l'étoile comme la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire en présentant toujours la même face vers son étoile. Donc, on pense que les conditions de vie, les conditions d'habitabilité doivent être complètement différentes. Il risque d'avoir un côté très chaud et un côté très froid. Enfin bon, c'est pas si simple, quoi. Voilà. Bon, alors voilà. Alors là, alors je vais d'abord parler donc de comment on peut rechercher la vie dans notre système solaire. Bon, vous avez déjà vu je ne vais pas parler des météorites puisque vous avez déjà eu quelque chose là-dessus. Puis de toute façon, je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Alors, voilà la planète Mars. Voilà. Alors, la planète Mars, vous avez vu, elle est à la limite de la zone d'habitabilité et on voit quand même, c'est une planète, quand on l'a observée, on a vu qu'il y avait des variations. Est-ce que c'est variable? Il y a des saisons? Est-ce que c'est de la végétation? Est-ce qu'il y a elle est pas très loin du Soleil, elle est rocheuse. Bon, voilà. Alors, donc, enfin, elle est rocheuse, je veux dire, c'est pas comme Jupiter, une planète gazeuse, hein. Donc, est-ce que, voilà, certains astronomes ont interprété, alors en particulier certaines choses comme les canaux d'irrigation, voilà, et des œuvres industrielles, donc qui impliqueraient la présence d'êtres vivants et d'êtres vivants intelligents. Hein. Alors là, j'ai fait un poster sur les... pas reparler longtemps des canaux North, parce que j'ai fait un poster entier là-dessus, parce que je trouve que c'est une illusion collective qui est très, très intéressante aussi, du point de vue comment est-ce qu'on a pu voir quelque chose qui n'existait pas. Bon, on est à la limite de l'œil. Hein. Les gens observaient avec des lunettes, ils observaient à l'œil, ils dessinaient ce qu'ils voyaient,
et ils observaient la nuit. Bon, l'œil est vraiment à la limite de ce qu'il peut voir. Donc le cerveau joue un rôle absolument énorme pour s'imaginer qu'on voit quelque chose qu'en fait on ne voit pas vraiment. Enfin, c'est très très difficile. Hein. Voilà. Bon, alors, mais Mars, alors, bon, même quand on a trouvé, enfin, Mars devient très intéressant pour les livres de science-fiction. Alors, évidemment, du coup, cette planète est très populaire, voilà. Et puis, alors, bien, on s'est rendu compte, bon, ben, que les canaux n'existaient pas, voilà. Les canaux, alors en particulier, voilà, la carte de Mars, d'après Schiaparelli, alors on voit des canaux. Voilà, il y a les structures rectilignes. Lui, il voit des structures rectilignes. Il dit ça peut pas être naturel. Donc, c'est des canaux d'irrigation créés par des êtres intelligents, hein, industrieux. Et voilà, et il y avait certains canaux qui se dédoublaient parce que quand vous entretenez un canal, il fallait que l'autre puisse fonctionner. Et alors, les points de jonction, les points de jonction des canaux représentent des oasis et tout ça. Voilà. Bon, alors, quand arrive l'ère spatiale. Bon, ben, alors, on a lancé énormément de missions vers Mars, hein, énormément, mais plus de la moitié d'entre elles, ça n'a pas marché. C'est très, très difficile, visiblement. Hein, voilà, plus de la moitié des missions n'ont pas marché. Alors, la première mission réussie, Mariner 4, par la NASA, et a permis d'obtenir les premières photographies. Voilà, et il n'y a pas de canaux sur Mars. Hein, voilà. Bon, et après, on a lancé les missions Viking, au milieu des années 70, hein, et envoyé en 76 les premières photos détaillées de la surface de Mars. Voilà les premières images de Mars. Alors ça avait été annoncé, ces photos-là ont été annoncées en 76 à l'Union astronomique internationale, présentées, bon c'était à Grenoble à ce moment-là, et c'était présenté par Carl Sagan, et je peux vous dire que quand on a vu ça, on l'oublie pas. Hein. Ça fait quand même, c'est quand même extraordinaire, le premier paysage de Mars. Alors, les couleurs ont été un peu rajoutées après. On a dit qu'elles étaient un peu exagérées parce que le coloriste de la NASA avait avant travaillé à Hollywood, ce qui évidemment n'incite pas à la discrétion. Mais enfin, bon, voilà. Bon, alors, je passe. Alors là, évidemment, on a lancé... Alors là, je vais parler de choses. Il y a certainement des gens ici qui sont plus galés que moi. J'espère pas dire de bêtises. Mais si je dis des bêtises, ils m'arrêteront parce que la science compte d'abord. Voilà. Alors, on a envoyé toutes sortes d'engins très, très chouettes sur Mars. Alors, voilà, les deux petits robots, Spirit et Opportunity, qui ont marché, voilà. Il y en avait un déjà qui avait été envoyé avant, voilà, et donc en 2004. Et ils étaient prévus pour fonctionner 90 jours, et ça a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Voilà voilà les paysages qu'ils voyaient, les images qu'ils envoyaient. Voilà, un autre paysage par Opportunity. Voilà. Alors, finalement, Spirit s'est immobilisé, ensablé, et a cessé de fonctionner hein, après. Alors là, la NASA a fait j'ai trouvé ça... Et bon, le Spirit s'est ensablé, ils ont essayé de le sortir, ils n'ont pas réussi, mais bon, c'était déjà très bien ce qu'ils avaient fait. Mais alors la NASA, ils sont très très forts, les communicants, parce qu'ils ont annoncé que Spirit avait été promu au rang de station scientifique fixe. Mais non, mais je me dis, je devrais aller prendre des cours, je devrais pour présenter mes résultats. Non, mais c'est bon, mais non, mais c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Je veux dire, on voit ce qu'ils font, c'est formidable, quoi. Voilà. Bon, alors, mais après, il s'est arrêté, donc il s'est arrêté. Voilà. Alors, le contact est perdu. Ah oui, alors après, voilà, la fin de la mission avec Opportunity. Ça s'est passé donc fin 18 jusqu'en 1919. Il a parcouru 45 km. Alors quand il a fait son premier marathon, bon évidemment la NASA a fait un truc spécial, une annonce spéciale, mais tous les jours vous pouviez me mettre sur le site de la NASA et voir où en étaient les petits robots. Moi, ça me fait tout bizarre chaque fois que j'avais une conférence à faire ou un cours à faire, j'allais voir où en étaient les petits robots et je pensais à ces petits robots qui faisaient leur travail consciencieusement sur Mars. C'est très étonnant. Très étonnant. 45 km quand même. Hein. Voilà. Bon, alors après, on a envoyé Curiosity, voilà, atterri sur Mars. Alors ici, c'est intéressant, cette image est intéressante parce que vous avez la taille des différents... Alors ça, c'est le premier Sojourner qui avait à peu près la taille d'une boîte à chaussures, hein, si j'ai bien compris. Voilà, Spirit, Opportunity. En fait, ceux-là ont duré beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'on pensait que la poussière de Mars arriverait sur les panneaux solaires, mais en fait, il y avait du vent qui nettoyait au fur et à mesure. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont duré tellement longtemps. Voilà, puis Curiosity là-bas. Alors, vous avez là, c'est marrant, les pneus, enfin les roues, les tailles des roues des différents pour bien se rendre compte de la taille des différentes, que c'est devient de plus en plus gros. Voilà. Alors ici, là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit les hommes à côté. Hein, on voit la taille. Voilà.
Alors Curiosity, bon, qui analysait des morceaux du sol martien et vraiment dans l'intention de détecter la vie. Voilà. Alors voilà, bon, ça, on est obligé de limiter les photos parce que c'est magnifique. Enfin, il y en a beaucoup, voilà. Voilà quelques images. Alors là, on compare Mars et la Terre. Voilà. Et ici, on voit ici, bon, les géologues. Alors ça, c'est vraiment les géologues qui travaillent là-dessus, qui voient que qui identifient quel était le genre de rivière qu'il y avait d'après la forme des cailloux, etc. Voilà. Alors, les formes arrondies, bon, là, c'est un site qui indiquait qu'il a été roulé dans un cours d'eau, les graviers, voilà. Alors, vous voyez la précision, hein, qu'on peut avoir sur le sol martien. Voilà. Bon, alors maintenant, on sait qu'il y a de plus en plus d'observations montrant qu'il y a de l'eau, et vous montrez comme l'eau est importante. Alors, actuellement sous forme de glace, dans le passé sous forme d'eau liquide. Alors voilà, alors ça, c'est pareil, c'est plutôt les géologues qui peuvent identifier vraiment qu'il y a eu de l'eau à partir de ce genre de paysage. Hein. Voilà, puis alors, il y a de l'érosion, vous voyez, nouveau déposition. Bon, voilà, des cratères d'impact. Enfin, on voit qu'il y a vraiment, puis vous voyez, là, il y a des variations qui existent. Alors, est-ce que c'était de l'eau? Est-ce que c'était du sable? Est-ce que c'était de l'eau très chargée en sels minéraux, de la saumure, des choses comme ça? On sait pas. Il y a différentes théories qui existent pour l'instant. Hein. Je ne suis pas vraiment spécialiste. Voilà. Bon, alors maintenant, alors là, on quitte carrément ce qu'on appelle la zone habitable du système solaire. Hein, vous voyez, ça était juste à Mars. Mais en fait, on se rend compte que l'eau liquide n'est pas uniquement liée à la distance de l'étoile à la planète. Hein, et ce n'est pas uniquement ça. Il peut y avoir de l'eau liquide dans des températures qui sont beaucoup plus froides. Voilà. Alors, avec les engins spatiaux, évidemment, on a appris énormément de choses sur les objets du système solaire. Hein, et on s'est rendu compte que la présence d'eau liquide n'est pas liée uniquement à la température, mais d'autres processus physiques, le volcanisme ou les effets de marée, peuvent également jouer un rôle essentiel. Hein, le volcanisme, peut y avoir donc d'autres sources de chaleur, en particulier que l'étoile elle-même. Voilà. Alors, les planètes hors de la zone d'habitabilité, dont les planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, bon, on imagine très, très mal comment il peut y avoir une vie sur ces planètes-là, sur des planètes gazeuses. Mais elles ont des très nombreux satellites, et qui sont très différents les uns des autres, et ce sont, eux, des objets rocheux. Voilà. Alors voilà, donc je reprends la zone d'habitabilité pour bien, vous voyez, voilà. Et alors ici, maintenant, on va parler, alors voilà, Jupiter, en dehors de la zone d'habitabilité, vous voyez, hein, la 5e planète, là, voilà, et on va parler des satellites. Alors, vous avez ici Io. Io est une planète tout à fait pleine de volcans en activité, donc trouver la vie là-dessus, c'est un peu difficile. Voilà, mais vous avez Europe, voilà. Et Europe, voilà, le satellite gelé et qui a plein de crevasses, etc. Bon, là, les couleurs sont mises pour faire... C'est des reliefs, hein, ce n'est pas des vraies couleurs, c'est pour que ça se voit plus. Voilà, voilà le détail. Alors, Europe est très étudiée. Hein. On sait que c'est une banquise et il y a un océan d'eau sous la banquise, sous la glace. Alors, on ne sait pas encore exactement quelle épaisseur a la glace, mais voilà. Alors, on pense qu'au milieu... il y a un noyau métallique, un intérieur rocheux, un océan et par-dessus la banquise. Voilà. Donc, ça prouve qu'il y a de l'eau liquide en dehors de la zone habitable. Hein. Alors, du coup, la NASA doit envoyer donc une sonde vers Europe et doit déterminer s'il possède les conditions pour abriter la vie. Alors, on doit étudier la surface pour détecter le meilleur endroit. Si après, bon, évidemment, il faut trouver l'endroit où la banquise est le plus mince possible pour envoyer après un satellite qui éventuellement pourra perforer la banquise et voir s'il y a autre chose, étudier s'il y a de la vie dans l'océan qui est en dessous. Voilà. Bon, alors ça, c'est un truc très intéressant. Puis, alors, il y a aussi Titan. Alors, on arrive maintenant au satellite de Saturne. Et c'est le plus gros des satellites de Saturne. Alors, Saturne possède plus de 60 satellites. Hein, je ne les connais pas tous, évidemment. Et c'est le seul satellite qui possède une atmosphère. Alors, est-ce que la vie existe? Alors, moi, j'ai des articles de 1935 qui disent déjà, on vient de découvrir une atmosphère sur Titan. Il faudra voir si
la vie existe. 1935. Ça fait longtemps qu'on y pense. Hein. Bon, alors, la sonde Huygens, portée par la mission Cassini en 2005, s'est posée sur Titan et a envoyé plus de 300 images. Voilà. Alors voilà, donc ça, c'est les remarques, enfin, c'est les Saturnes et puis les différents satellites, les différentes tailles. On voit Titan est vraiment très très grand, hein, très gros. Voilà. Bon, alors voilà, ici, ça c'est la surface de Titan quand la sonde arrive sur Titan. Voilà. Puis après, ça continue un paysage de Titan. Et après, elle a continué à être étudiée par d'autres instruments. Et on a trouvé des lacs, etc., des méthanes. Alors, on ne comprend pas très bien comment il peut y avoir tellement de méthane. On ne comprend pas comment le méthane peut subsister. Est-ce qu'il y a une autre forme de vie? Est-ce qu'il y a une autre forme de vie sur Titan qui serait à base de méthane ou de je ne sais quoi? Enfin bon, une nouvelle forme de vie, voilà. Bon. Mais alors, bon, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, qui sont très très enthousiastes, d'autres qui disent mais non. Voilà, donc, alors à l'aide du radar de Cassini. Bon. Alors ici, donc, après la sonde spatiale Cassini, donc passé 13 années en orbite autour de Saturne et de ses satellites, et 7 ans de transit, bon, alors après, elle n'a plus assez de combustible, et pour éviter qu'elle tombe sur des satellites susceptibles d'abriter la vie et d'endommager ses éventuelles preuves de vie, eh ben, on décide de plonger la sonde dans la planète Saturne elle-même. Moi, je trouvais que c'était un peu triste de tuer son bébé, mais bon, il paraît qu'il fallait. Voilà. Alors voilà comment on a la sonde a été renvoyée donc sur Saturne. Voilà. Alors évidemment, au passage, ils ont bien observé les anneaux et tout ça. Il y a eu des grandes enfin, ça a été mis, tout ça, ça a été rendu public et tout ça. Voilà. Alors après, il y a Encelade, qui est aussi un des satellites de Saturne. Voilà, recouvert de glace propre, c'est l'objet le plus brillant du système solaire, et on a trouvé des éruptions qui sont des geysers. Enfin, c'est pas vraiment des geysers parce que ça gèle tout de suite. Voilà. Et au début, on a dit que c'était des geysers. Après ça, on m'a dit non, c'est pas ça. Bon. Et alors, on pense que la couche d'Encelade, il y a une couche de glace, et on pense qu'elle est beaucoup plus fine que ce qu'on pensait. Et elle est au pôle sud, là où on a les fissures par lesquelles s'échappent les geysers. Et puis, on voit des crevasses, des fissures qui sont beaucoup moins froides que le reste. Hein. Et voilà. Et là, c'est là que partent les geysers. Alors, voilà, par exemple, voilà Encelade. Et voilà les crevasses d'Encelade. Et voilà les geysers ici au pôle sud. Hein, vous voyez en haut. Et puis voilà donc tout ce qui s'échappe d'Encelade. Voilà. Alors est-ce que le noyau rocheux a un rayon entre 180 et 185 km, l'océan ferait 45 km et les teneurs en sel seraient équivalentes à celles des océans terrestres. Bon, un bon candidat pour la recherche de la vie. Enfin, bon, c'est encore à faire, ça, voilà. Hein. Bon. Ah oui, attendez, voilà. Alors voilà donc le mode. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. Encore donc des images comme on peut imaginer Encelade. Hein, et puis voilà, donc encore une poche d'eau liquide sous la pression, etc. La faille, et puis la vapeur d'eau et les particules de glace qui sortent, geyser froid d'Encelade, voilà. Et là, on considère que l'échauffement et l'eau liquide est lié aux forces de marée, par les forces de marée. Voilà. Alors bon. Daniel, il te reste 1 minute. Combien? 1 minute. Ah, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Alors les observations montrent bien qu'il reste de l'eau liquide en dehors de la zone habitable théorique. Hein. Les planètes, bon, on voit que les conditions physiques et tout ça, c'est beaucoup plus... bon, la nature a plus d'imagination, hein, voilà. Alors maintenant, ben voilà, alors il y a la deuxième partie, j'aborde la deuxième partie de la conférence, je suis désolée. Voilà. Bon. En 1 minute. Hein. Ouais, non, mais vous êtes très très intelligent, vous allez tout comprendre en 1 minute, c'est clair. Voilà. Alors depuis 1995, il y a la question que tout le monde se posait, c'est les autres mondes. Est-ce qu'il existe d'autres mondes? Est-ce qu'il existe? Et l'été, pour nous, le mot autre monde, qui avait tout à fait un sens différent chez les philosophes grecs, on en parle depuis. J'ai supprimé la partie historique, hein, vous notez déjà. Bon. Et alors maintenant, on sait qu'il y a les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Actuellement, on en trouve sans arrêt. On en a 4000, plus de 4000, hein, qui sont dans 3100 systèmes planétaires, dont 680 sont des systèmes multiples. Voilà. Le SILT qui donne ça, c'est considéré plus de 1500 fois par jour. Hein, et ça, on le sait donc depuis 1995. Et puis alors, pour le plaisir, voilà. Alors, ça, c'est les collègues de
de l'Observatoire de Genève. Et alors, Mayor et Kello, c'est le 3e et le 4e. Là, ils sont chics comme tout. C'est la cérémonie du Nobel. Ils ont une Nobel de physique cette année. Alors, on est très contents. On est très, très contents, voilà. Et alors, ils ont découvert la planète, la première planète, avec à l'Observatoire de Haute-Provence et au télescope de 193. Et qui est considéré maintenant comme un tout petit télescope et qu'on voulait arrêter. Bien maintenant, on ne va pas l'arrêter forcément, puisqu'il a permis quand même d'avoir un Nobel, ce qui est très... Et puis découvrir, et d'ouvrir un... Ça, vous savez, c'est très étonnant. Quand ils ont trouvé ça, on a l'impression qu'on a ouvert la porte et que l'eau s'est engouffrée comme si on cassait une digue. C'est incroyable le nombre de gens maintenant qui travaillent là-dessus, le nombre d'instruments qu'on construit, etc. C'est vraiment tout un nouveau pan de l'astronomie qui a commencé ce jour-là. C'est très, très intéressant. Voilà. Alors, le nombre de planètes découvertes par année. Alors là où il y en a énormément, l'année où on en a énormément, c'est le satellite Kepler. Ce n'est pas un satellite vraiment, enfin la sonde Kepler de la NASA, enfin l'engin spatial, je ne sais pas, le télescope spatial de la NASA, Kepler, qui a découvert des quantités de planètes très efficaces. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe la vie? Alors, il faut que les planètes soient théoriquement dans la zone habitable. Hein, il faut que les planètes soient rocheuses et pas gazeuses pour Jupiter. Il faut qu'elles soient... Bon, il faut qu'elles soient petites, mais alors évidemment, elles sont plus difficiles à détecter quand elles sont petites, hein, mais même si elles sont gazeuses, elles peuvent avoir des satellites qui sont rocheux, comme on a vu pour les satellites de nos planètes à nous, si j'ose dire. Je me les attribue, voilà, c'est bien. Voilà, alors, bon, je reprends, voilà. Alors, les étoiles, il faut qu'elles soient plus vieilles que 3 milliards d'années pour que la vie ait le temps de se développer, qu'elles ne soient pas trop variables et qu'elles ne soient pas non plus trop anciennes, les étoiles, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de système planétaire déjà, puis même, enfin, il faut qu'il y ait un taux de matériaux suffisant pour héberger les planètes, voilà. Et actuellement, on connaît à peu près 15 ou 20 planètes susceptibles, donc, qui sont des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses, et qui sont dans la zone habitable telle qu'elle a été définie au début, hein, tout en sachant que, évidemment, c'est susceptible d'avoir de beaucoup de modifications. Voilà. Alors, il faut pouvoir voir maintenant la planète, et ça, pour l'instant, ben, les planètes qu'on a vues, hein, il faut pouvoir observer cette planète pour voir s'il y a la vie, hein, et ces planètes ne rayonnent pas par elles-mêmes, elles sont dans la zone habitable, elles sont dans la lumière de leur étoile, et elles sont environ 1 million de fois moins lumineuses que l'étoile. Alors voilà, vous voyez un phare, et une luciole vole à côté du phare, vous êtes à 1 kilomètre de là, vous ne verrez pas la luciole. Voilà. Hein. Daniel, on va... Tu vois, le Larsen va être obligé de te couper. Tu vois. Oui, non, bah si on veut poser quelques sabotage. questions. Ah bah oui, on va être obligé de saboter ta présentation. Voilà. Alors ça, je vous montre ça, c'est quelques planètes qu'on voit, mais c'est pas des planètes habitables. Alors j'aurais voulu parler de ce qu'on a fait, des trucs relativement assez intéressants qu'on a envoyés pour essayer d'avoir des réponses, de tout ce qu'on fait actuellement pour essayer de communiquer. Ben voilà. Bon, je suis désolée, mais enfin, je voudrais que ça vous incite à aller voir après ailleurs, dans d'autres choses, dans des livres sur Internet, etc., pour avoir la suite de l'histoire, parce que voilà, on me laisse pas. Oui, je suis monsieur loyal, mais on a des contraintes avec la salle. Ah bon, et ah bon, si on refait des conférences l'année prochaine, si ça vous intéresse, on pourra essayer de réinviter Daniel pour qu'elle fasse la suite de sa conférence. À suivre, voilà. À suivre. La suite au prochain numéro, voilà. Et pour ceux qui me connaissent, j'héberge Daniel ce soir à la maison, donc vous pouvez venir à la maison, on pourra faire la suite à la maison. Voilà. Bon. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 5 minutes. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il y en a qui ont posé plein de questions? Est-ce qu'il y en a qui sont timides, qui n'osent pas te poser de questions? Par définition, ils ne répondront pas. Oui, non, je voulais savoir si Daniel est une extraterrestre ou une terrestre extra. La modestie m'empêche de répondre. Merci. Oui, vous avez parlé beaucoup d'eau, vous avez parlé de méthane, également d'autres molécules. Toutes ces molécules sont apparues à un moment donné, quand il y a eu le Big Bang. Et... Ah non. Ah non. Ah non, non, au Big Bang, il y avait de l'hydrogène et un peu d'hélium, mais point à la ligne. Hein. Oui, et après, ça a dû réagir, très certainement. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non. Tout le reste, ça s'est formé dans les étoiles. Les autres éléments se sont formés dans les étoiles. Oui, les atomes, oui. Hydrogène, oxygène. Donc l'oxygène s'est formé dans une étoile. Oui. C'est associé avec l'hydrogène. Oui.
Et on Oui, connaît, enfin bon. on connaît le séquencement de l'apparition, l'ordre d'apparition de toutes ces molécules. On connaît l'ordre d'apparition des atomes. Oui. Les molécules, ça, je ne sais pas. Carrément, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui savent. Les atomes, ça, oui, ça, vous savez, c'est une étoile, c'est ce qui donne la source de l'énergie d'une étoile. Ça a été cherché pendant très longtemps. Malheureusement, ça donne naissance à la bombe atomique. Ça, c'est pas de chance, mais bon, voilà. Parce qu'une étoile, c'est une gigantesque bombe atomique de fusion. Hein. C'est-à-dire les éléments lourds, les éléments légers se mettent ensemble, les atomes, les noyaux, il n'y a plus que les noyaux d'atomes, hein, se mettent ensemble pour faire des éléments plus lourds. Donc l'hydrogène se combine entre les noyaux d'atomes d'hydrogène, c'est toute la nucléosynthèse se combine entre eux pour former les atomes d'hélium, etc., les atomes de carbone et tout ça. Et puis pas ça, tout le tableau de Mendeleïev, bon, jusqu'au fer. Et pareil, après, bon, il y a d'autres choses, d'autres théories, d'autres processus physiques pour les atomes les plus lourds. Mais la formation des molécules est autre chose. Oui, mais j'ai l'impression que quand on regarde ce séquencement, cette synthèse possible, et puis l'apparition des différents éléments dans le tableau de Mendeleïev, que l'eau s'est sans doute formée avant... Mais l'eau n'est pas dans le tableau de Mendeleïev. L'eau, c'est une molécule. Non, non. Ce que je veux dire, c'est l'ordre d'apparition des atomes. Oui. Hydrogène, oxygène, carbone, et après le silicium. J'ai l'impression après, quand ça réagit, que ça forme ces molécules, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'eau dans tout l'univers que, par exemple, de silicates quelconques. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'eau est un élément très abondant dans l'univers. Alors, est-ce qu'il est vraiment très abondant? De toute façon, on le cherche, mais on le trouve vraiment partout. On le trouve vraiment partout. Et je sais qu'il a été très recherché dans les planètes extrasolaires. Au début, c'est même tellement important qu'il y a eu bon, on voit bien, bon, c'est les luttes entre certains astrophysiciens pour savoir s'il y avait de l'eau ou pas. C'était vraiment un sujet très, très important. Donc, c'est bien ce que ça sous-tend, c'est la vie. Ce que ça sous-tend, c'est est-ce que le fait qu'il y ait de l'eau sous-entend qu'un jour, ils pourront trouver la vie? Voilà. Et ça, c'est toujours considéré comme ça. Vraiment, l'eau est considérée comme la base de... Quand j'étais jeune, ils disaient que si on trouvait des molécules d'alcool éthylique dans l'espace interstellaire, les molécules interstellaires, c'était la preuve qu'il y a la vie sur la vie. Non, on a trouvé des molécules d'alcool éthylique, mais c'était pas la preuve, ça n'a pas marché. Ça, c'était une blague, c'était une plaisanterie qu'on faisait autrefois, parce qu'on étudie évidemment toutes les molécules qui sont dans l'espace interstellaire. Hein? Donc une question d'une génération montante. Ben oui, mais lui, il a peut-être des chances d'avoir... Il verra sûrement des choses que moi, je ne verrai jamais et je ne saurai jamais. Tu as de la chance. Tu as encore plein d'années devant toi. Vas-y. Vu qu'il y a eu le grand bombardement tardif qui a amené l'eau sur la Terre, est-ce que ce serait possible qu'il y ait la même chose sur une autre planète extrasolaire? Probablement oui, mais ça, je ne connais pas suffisamment pour te dire. Alors, ce qui est curieux, est-ce que la vie sur Terre est liée... on ne sait pas comment ça a commencé, tu vois. On ne sait pas comment ça a commencé, la vie sur Terre, donc je ne sais pas. Il y a aussi un truc pour la Terre qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est un collègue qui est à l'Académie, il y a des années, qui avait trouvé que la Terre, que la Lune assurait une certaine stabilité à la Terre, en particulier sur l'inclinaison de la Terre qui donne les saisons. Et il dit qu'autrement, c'est chaotique, etc. Et à ce moment-là, ça fait que le climat est beaucoup moins... Il peut y avoir des variations de climat très grandes et qui, certainement, ne seraient pas très, très favorables à l'évolution d'une vie. Parce qu'on considère que la vie, ben évidemment, il faut qu'elle arrive au même niveau que nous, qu'on est quand même les mieux, les plus beaux, les plus intelligents que tout, quoi, voilà. Ce qui est vrai. Non, je ris, ça pourrait, voilà. Non, mais tu vois, c'est quand même... La vie elle a des formes extrêmement... Et est-ce que si la Terre, l'inclinaison de la Terre variait de façon chaotique, est-ce qu'à ce moment-là, les variations de climat seraient absolument énormes? Est-ce que la vie pourrait se développer? Mais comme la Lune est liée à une catastrophe, enfin, je veux dire, il y a eu un accident, un gros objet est passé à côté, etc. Bon, ça a peu de chances de se reproduire ailleurs. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire que la Terre est pratiquement unique, enfin, en tout cas, les conditions d'habitabilité de la Terre seraient très rares. Est-ce que ce serait un des rares objets dans notre galaxie qui posséderait ces...
Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'actuellement, justement, les données du satellite, du télescope spatial Kepler, à partir de ces données, de ce que les Américains ont obtenu, ils ont conclu qu'il y avait plus dans la galaxie, plus de planètes que d'étoiles. Alors, il y a des étoiles sans planètes, probablement, mais il y a beaucoup d'étoiles avec un système de planètes. Hein, tout un système de planètes. Et donc, ça fait des centaines de milliards de planètes dans la galaxie. Alors, est-ce que ça, quand même, il y a des chances qu'il y ait la vie sur une autre? Mais ça, c'est des supputations. Hein, c'est pas une découverte scientifique. C'est pas du tout la même chose. C'est une probabilité, tu vois. Mais maintenant, est-ce que vraiment la Lune est fondamentale? Est-ce que, tu vois, des fois, on se dit, ah ben, ça va bien marcher, puis ben non, pas encore. Tu vois, ça, c'est intéressant du point de vue méthode scientifique de voir comment on avance les pieds, tu vois. En disant ça c'est sûr, ça c'est pas sûr, ça c'est possible, ça c'est... Et puis là c'est un domaine dans lequel on peut extrapoler vraiment très loin. On peut extrapoler très loin. Juste 2 éléments de réponse. Sur les molécules, en effet, hein, nous on sait que la nucléosynthèse, elle permet de synthétiser des atomes. Ensuite les molécules, elles s'additionnent et elles font des molécules selon certaines conditions. Donc oui, on va trouver plus facilement de l'oxygène, puisque l'oxygène elle est issue de réactions de fusion sur une base d'abord d'hélium puis ensuite de néon, alors que les silicates, qui sont des produits de la silice, et la silice, elle est issue d'une réaction de fusion oxygène-oxygène. Donc il a fallu forcément fabriquer beaucoup plus d'oxygène avant de fabriquer de la silice. Concernant la répartition globale de la masse, j'ai pas trop d'informations. On est sur des petits pouillèmes, hein, puisqu'on est dans le 98% d'hydrogène, 1% est des patates d'hélium, et dans le reste, on a tous les autres éléments chimiques, du carbone jusqu'au plutonium et ainsi de suite. Concernant le grand bombardement tardif, c'est probable. On remarque aujourd'hui que la plus grande partie des planètes que l'on découvre sont des Jupiters dites chauds. On en a parlé tout à l'heure dans les présentations. Donc des étoiles de type Jupiter qui orbitent très très proche de leur étoile. C'est la première qu'on a découverte, 51 Pégasi, et on en découvre énormément. On en découvre énormément parce que ce sont très faciles à détecter, puisque ce sont des grosses planètes qui sont très proches. Et comme on détecte avec la méthode des transits exoplanétaires, c'est un biais d'observation. On a parlé des biais et des incertitudes aussi ce midi. Donc oui, en effet, des planètes se déplacent entre la position où elles se forment et la position où on les détecte, et peut-être éventuellement la position où elles vont finir leur vie. On sait par exemple que le grand bombardement tardif et la migration des planètes est due dans le système solaire à un jeu de billard entre les planètes géantes de gaz, qui étaient probablement 5 à l'origine, et à cause de résonances planétaires sur plusieurs millions d'années, les planètes ont bougé, ce qui a expulsé la 5e planète, ce qui a décalé vers le lointain l'orbite d'Uranus et de Neptune, et ce qui a rapproché vers nous la planète Jupiter, causant ainsi le grand bombardement tardif des planètes telluriques du système solaire interne. Donc c'est tout à fait probable, mais on ne pourra jamais observer ce phénomène, puisque ce sont des phénomènes de très longue durée, plusieurs millions d'années. Donc, oui, mais on va finir. Donc, vous retrouverez l'Esther déjà demain matin à 11h40 sur le thème des lasers de Curiosity et de Mars 2020. Donc, je vous invite à venir le voir demain et avant, vous aurez des ateliers. Une dernière question, parce qu'après, je vais me faire disputer par la maison Jacques Prévert. Une question peut-être stupide. Pourquoi... Non, ça n'existe pas. Alors, vous n'en faites pas. Pourquoi est-ce qu'on associe automatiquement la vie à l'existence de l'eau? Je vous ai expliqué, c'est ce qui paraît actuellement. Je vous dis, l'eau. Alors l'eau, c'est très très spécial quand même comme matériau. C'est déjà le seul qui soit plus volumineux à l'état solide qu'à l'état liquide. Oui, c'est ça. Et puis c'est un solvant. Et puis alors, est-ce qu'il y a d'autres molécules qui pourraient jouer le même rôle? Voilà. Pour l'instant, les astrochimistes considèrent vraiment que l'eau est le paraît le plus probable. Mais bon, je vous dis, en plus, c'est une molécule qu'on retrouve vraiment beaucoup dans l'univers, vraiment. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on définit la zone habitable. Et mais je vous dis, en plus, vous voyez, vous pouvez perdre l'eau liquide sous des conditions très 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 inattendues. Très inattendu. Mais
C'est vraiment... Bon, mais peut-être, vous savez, peut-être que quand on trouvera de la vie ailleurs, on se dira, mais on s'est complètement planté, ou on était naïf, ou... Ah ben oui, les gens avaient une très bonne intuition. Ça, on ne peut pas le savoir. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a des formes de vie, pour inventer des formes de vie tout à fait différentes, mais pour l'instant, on reste basé... C'est un petit peu embêtant, parce qu'on est obligé de partir de la seule vie qu'on connaît, c'est-à-dire la vie sur Terre, basée sur l'eau et le carbone. Hein, donc, voilà. Et alors, est-ce qu'on peut inventer une autre forme de vie? Bon, moi, je ne suis pas une assez bonne chimiste pour vous le dire. Hein. Voilà, mais pour l'instant, c'est plutôt... C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je vous dis, c'est embêtant parce qu'on extrapole à partir de ce qu'on connaît, nous. Voilà. Donc, vous allez vous coucher avec encore plus d'interrogations, je pense, ce soir. Voilà. Et j'espère vous retrouver demain. Et merci à Daniel.